Quels sont les risques liés à une communication d'entreprise qui toucherait à la responsabilité sociale de l'entreprise? Alors, il y a eu tout un pan de recherche sur faut-il ou non communiquer sur la RSE. Donc, est-ce qu'une entreprise a intérêt ou non d'aller dire à ses clients qu'elle agit et qu'elle a des actions en matière environnementale ou sociétale? Alors, je vous ai mis là sur le slide quelques pour et contre très rapidement. Donc, dans les pour, on peut dire qu'il y a de vraies attentes du public pour avoir plus d'informations sur ce que font les entreprises, sur comment elles le font, sur les conditions de fabrication des produits qu'on achète. Donc, il y a des attentes auxquelles l'entreprise pourrait choisir de répondre, des attentes également de transparence. On entend souvent ce mot-clé, de dire on veut que l'entreprise nous donne une information non biaisée sur ses activités. De l'autre côté, on a cité le mot tout à l'heure du greenwashing. Donc, il y a également pas mal d'accusations de greenwashing. Donc, quand les entreprises font l'effort de dire ce qu'elles font en matière sociale, environnementale, elles courent toujours le risque de se faire accuser par différentes associations, par les clients, de finalement manipuler l'opinion publique pour faire davantage vendre en exagérant leur action sociale environnementale, à tort ou à raison. Et deuxième chose, on est dans ce climat de scepticisme. Les clients n'ont plus forcément confiance dans les communications qu'ils reçoivent de la part des entreprises. Alors, face à ce constat, c'est clair que donc il y a plusieurs travaux qui ont montré que finalement l'opinion publique elle est davantage prête à accepter l'imperfection que le silence et l'inaction. Et une entreprise qui ne dit rien en la matière va être considérée comme une entreprise qui n'a pas d'action en matière sociale et environnementale. De plus, il y a de nombreuses études qui ont montré les avantages qu'une entreprise pouvait retirer à communiquer sur le sujet, donner de la légitimité à l'entreprise, faire augmenter les ventes dans certains cas, construire éventuellement une protection contre des événements futurs qui viendraient dégrader l'image de l'entreprise. Alors, l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, les études sont dans ce contexte-là. Finalement, est-ce que c'est vrai que ça protège l'entreprise en cas où elle se fait accuser ultérieurement de mal agir? Et comme sous-question, si on a le temps, je regarderai Thierry pour cela, si la réponse est oui, on a intérêt à communiquer, mais comment alors le faire de manière crédible et d'éviter de se faire accuser de greenwashing? Donc la première étude a pour objectif de montrer dans quelles conditions communiquer sur ces activités socialement responsables peut limiter les dégâts dans la perspective où l'entreprise se fait accuser de comportement irresponsable ensuite. Je précise dans un autre domaine, j'aborderai les deux questions. Donc là, je ne parle pas d'une entreprise qui ment, qui dit protéger l'environnement et puis qui se fait accuser de polluer une rivière. Je parle d'une entreprise qui choisit de mettre en avant certaines de ses actions environnementales, par exemple, et qui ensuite se fait accuser dans la presse d'avoir licencié abusivement des employés, par exemple. Tout un pan de la littérature semble dire oui, ça va protéger l'entreprise que de communiquer sur la RSE. J'ai pris l'image de l'eau sur le feu, c'est cette idée que finalement l'entreprise fait quand même quelque chose de bien d'un côté et que ça va donc la protéger si jamais elle se fait accuser dans un autre domaine. C'est un petit peu le sentiment de pardon que les consommateurs sont prêts à octroyer aux entreprises. D'un autre côté, d'autres études montrent qu'au contraire, ça va mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire si on a appris qu'une entreprise agissait de manière socialement responsable dans un domaine et qu'ensuite on voit que ce n'est pas le cas, même si c'est dans un autre domaine, les consommateurs peuvent réagir de manière amplifiée en considérant qu'ils ont été dupés, manipulés, trompés par l'entreprise. Alors, la coexistence de ces deux effets dans différentes études semble indiquer l'existence de facteurs de contingence, c'est-à-dire de situations dans lesquelles la première théorie s'applique et d'autres situations dans lesquelles c'est la seconde. Et c'est donc ce qu'on a essayé d'explorer en touchant à la question de la source de la communication sur les activités socialement responsables. Donc en fait, on a mené plusieurs études, mais je vais vous en résumer deux principales. Deux études qui sont des études par expérimentation avec plusieurs conditions. On a demandé donc à des consommateurs de lire un premier article, c'est pas un article, de lire des informations sur une entreprise. Ces informations étaient soit formatées comme issues d'un article d'une association de consommateurs, prétestées comme étant une source crédible, ou formaté comme issu du site web de l'entreprise, prétesté comme étant une source beaucoup moins crédible aux yeux des clients. Dans ce texte que l'on donne aux individus, soit il est question d'activités socialement responsables, ou ces éléments-là sont complètement éliminés. Et ensuite, donc, les personnes reçoivent dans un deuxième temps un article de presse qui critique les activités de l'entreprise dans un autre domaine que celui qui est communiqué dans un premier temps.
Selon les conditions expérimentales, les répondants vont directement donner leur avis sur l'entreprise après avoir lu le premier texte ou uniquement après avoir lu les deux textes pour pouvoir ainsi comparer leurs réponses. Dans une première étude, on a donc 340 consommateurs qui ont participé. Dans une seconde étude, 403 consommateurs où on a répliqué les mêmes résultats, mais où on a ajouté une mesure de ce qu'on a appelé de ce qui est appelé le source precision knowledge. Alors, c'est la connaissance du fait que certaines sources sont utilisées par l'entreprise pour persuader le client. Donc, si on reprend le cas du site web, les clients sont au courant qu'une entreprise qui met des informations RSE sur son site web le fait en partie pour persuader le client que c'est une bonne entreprise. Donc, ils sont au courant de cet effet-là. Et notre explication des résultats qu'on observe va passer par là, comme je vais vous le montrer. Donc, c'est assez petit pour moi là, mais je pense que pour vous, c'est assez visible. Donc, je vous passe les détails. Simplement, je pense que les courbes sont assez claires. Vous avez du côté, donc à votre gauche, vous avez la source dite crédible, qui était donc article d'une association de consommateurs. Vous avez de l'autre côté une source web moins crédible. Vous avez en vert la situation où l'entreprise a communiqué sur ses activités de RSE au temps 1, avant la crise. Et en bleu, celle où elle n'a pas fait mention d'activité RSE. Et vous voyez clairement l'effet de détérioration des attitudes entre avant et après la crise, qui est beaucoup plus fort, la courbe verte, dans le cas où l'entreprise a communiqué sur la RSE via une source crédible, que dans le cas où l'entreprise a communiqué via une source moins crédible. Donc, comme vous pouvez le constater, je vais me lever, ce sera plus facile, cette pente-ci est plus forte. Donc, ça montre bien cet effet de détérioration des attitudes des clients quand l'entreprise a communiqué sur la RSE via une source crédible. Par contre, on voit l'effet tampon, l'effet protecteur, quand l'entreprise a utilisé son site web pour communiquer sur la RSE dans un temps 1. Alors, ça peut paraître tout à fait contre-intuitif, et c'est bien pour ça qu'on essaye de trouver une explication à ce résultat. Je vais y venir juste après. Mais qu'est-ce qu'on constate aussi, si vous regardez le tableau, je n'ai pas mis les degrés de significativité, la différence entre l'attitude des consommateurs envers l'entreprise avant la crise, quand elle a communiqué sur la RSE ou pas, donc le premier point à votre gauche, vous voyez bien que là, il est plus fort, il est supérieur pour l'entreprise qui a communiqué sur la RSE via une association de consommateurs. Donc, il y a bien un avantage à communiquer sur la RSE via une source crédible dans la perspective où il n'y a pas de crise, mais on perd cet avantage dans la perspective où on se fait accuser dans un deuxième temps, dans un article de presse, donc une source moyennement crédible, suffit à vous faire perdre cet avantage. Par contre, dans le deuxième cas, vous voyez que les deux points avant crise sont très proches, il n'y a pas de différence significative, donc communiquer sur la RSE ou pas sur votre site web ne va pas vous créer un avantage en termes de perception des clients dans la perspective où il n'y a pas de crise, mais par contre, ça vous protège dans la perspective où il y a une crise, puisque la différence devient significative après la crise. Alors, comment on explique cela ? Bien, on explique cela par l'activation donc de la connaissance de la persuasion. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est ce que vous voyez sur le graphique. C'est que quand vous utilisez une source crédible pour communiquer sur la RSE, les consommateurs ne vont pas activer justement cette connaissance de la persuasion. Donc, ils ne vont pas penser que vous essayez de les manipuler, puisque c'est une source crédible qui donne l'information. Par contre, au moment de l'accusation, là, ils vont activer cette connaissance de la persuasion. Du style, on a des commentaires, on a également des interviews avec des consommateurs pour affiner ces résultats. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Bien, ils nous disent, bien oui, finalement, c'est vrai, les entreprises sont même capables d'aller jusqu'à manipuler les sources crédibles, manipuler l'association de consommateurs pour faire parler d'elles positivement. Donc, ils sont davantage dans cette perspective de manipulation malhonnête de l'entreprise de sources pour faire parler d'elles. Et c'est ce qui expliquerait cette détérioration. Pourquoi ? Donc, vous voyez ici sur ce graphique, j'ai changé le graphique, mais je n'ai pas changé, je vois. Est-ce que j'ai changé le graphique ? Non, voilà, je n'ai pas avancé mon slide, donc ça, je vous l'ai dit. Et je change de graphique maintenant, voilà. Donc ici, vous avez l'activation de cette connaissance de la persuasion. Vous voyez bien, dans le cas des sources crédibles, qu'elle n'est activée qu'après la crise, et très fortement, et c'est vraiment ce qui explique la détérioration des attitudes des consommateurs. Par contre, dans le cas du site web, quand le client lit l'information qui vient du site web, il intègre déjà cette idée que l'entreprise utilise des techniques de window
dressing, qu'elle se fait déjà bien voir et qu'il y a sans doute une part de vérité là-dedans, mais tout n'est pas à prendre pour argent comptant. Donc l'activation du persuasion knowledge est déjà présent au temps 1 et on voit par contre qu'au temps 2, il reste activé, mais donc ça, dans les deux cas, il n'y a pas de différence significative. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Donc c'est vrai que ces résultats sont dans un premier temps assez contre-intuitifs. Il semble indiquer que pour une entreprise qui pense pouvoir courir le risque, comme c'est le cas de beaucoup d'entreprises, de se faire accuser dans la presse de ne pas être parfaite, d'avoir des comportements irresponsables par ailleurs, il vaudrait mieux ne jamais recourir à des sources crédibles pour communiquer sur la RSE. Qu'il faudrait le faire que dans la perspective où on pense que l'on n'a rien à se reprocher. Et que par contre, ça c'est plutôt positif maintenant, l'utilisation du site web où on aurait pu se dire mais à quoi ça sert de mettre toutes ces informations sur mon site web puisqu'on sait que les clients ne vont pas les prendre pour argent comptant, que leur attitude n'est pas meilleure quand ils ont lu l'info ou pas, eh bien ça peut créer là un effet tampon protecteur de l'entreprise. Donc là j'ai essayé de résumer un petit peu les implications de cette étude. Si le risque de se faire accuser est faible, eh bien c'est une bonne idée de continuer à utiliser les sources crédibles pour communiquer sur la RSE. S'il est fort, par contre, il faut se demander si oui ou non on risque de se faire accuser dans le même domaine. Si on risque de se faire accuser dans le même domaine, c'est le cas que je n'ai pas présenté ici, là on risque d'être accusé d'être hypocrite dans tous les cas, de mensonge. Donc là c'est jamais bon d'avoir communiqué sur la RSE si on sait qu'on a des éléments dans le domaine à se reprocher. Mais même dans le cas où les activités ne sont pas les activités critiquées ne seront pas liées aux activités communiquées dans un premier temps, eh bien là, il vaut mieux utiliser alors une source moins crédible au départ, mais qui va vous donner cet effet tampon dans un deuxième temps. Alors, il y a beaucoup de limites à cette étude, je vous rassure tout de suite, et on est en train d'essayer de les compenser. La première limite, donc, je n'ai cité aucune entreprise pour la simple et bonne raison qu'on a travaillé sur une entreprise fictive. Donc, c'est l'idée d'une entreprise qui n'a pas de réputation au départ, positive ni négative. Ça, bien sûr, c'est une grosse faiblesse de cette approche. Il est clair qu'une entreprise qui aurait une réputation d'être un acteur déjà très engagé en matière environnementale pourrait conduire à des résultats très différents. On a une seule opportunité de lire les deux communications. Les deux communications viennent l'une après l'autre. Est-ce que l'activation de ce source persuasion knowledge va rester actif? Est-ce que ça va rester vivant dans la tête du client? Est-ce qu'il va se souvenir, j'ai lu cette info dans l'association de consommateurs Intel ou je l'ai lu sur le site web? Ça, ce sont vraiment des limites de cette étude. Et nous n'avons travaillé, et c'est le lien avec l'intervention de M. Feuillet ensuite, que sur des communications impersonnelles. Ce sont bien le site web, c'est une association de consommateurs, c'est pas des discussions avec des personnes, c'est pas un dialogue comme on en a parlé peut-être dans d'autres présentations avant cela. Alors, comme je n'ai pas encore eu de signe, je peux rapidement vous faire un petit tour d'horizon d'un deuxième pan de recherche qui nous intéresse. Bon, mais même si on sait que maintenant on peut utiliser le site web pour communiquer sur le sujet, voire même l'association de consommateurs dans certaines conditions, la question c'est comment communiquer sur le sujet. C'est la grande question que se posent beaucoup d'entreprises. Alors, on nous parle de l'importance des labels. Je pense que vous avez une session sur les labels tout à l'heure. Faut-il utiliser un label pour crédibiliser son discours? On nous parle du secteur d'activité. Y aurait-il des secteurs pour lesquels communiquer sur la RSE est plus négatif que pour d'autres? On nous parle également du positionnement de l'entreprise. Je l'ai fait moi-même tout à l'heure. Est-ce que l'entreprise a déjà une réputation positive en matière de RSE ou pas? Et donc, on a voulu un petit peu mettre tout ça dans une étude. Je vous passe de nouveau les détails pour vous montrer les résultats. 2 études. Une étude dans le secteur bancaire considéré comme un secteur utilitaire. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est plutôt un secteur où on a tendance à dire qu'on va communiquer de manière rationnelle avec des faits, des chiffres, plutôt que d'utiliser l'émotionnel, qu'on va plutôt trouver en général recommandé dans un secteur plus hédonique, comme le secteur des cosmétiques. Donc, ça explique nos choix de secteur bancaire, secteur cosmétique. Avec quelles hypothèses? Bien, on présupposait, au vu de la littérature, qu'il est recommandé de communiquer sur des faits, des chiffres, donner des preuves, donner des témoignages des actions de l'entreprise en matière de RSE. Donc, ça nous conduirait à penser que le ton rationnel d'une communication serait toujours meilleur. On penserait également, au vu de la littérature, qu'utiliser un label va crédibiliser la communication et qu'une entreprise positionnée en matière de RSE, donc je prends l'exemple par exemple de Body Shop avant son rachat par L'Oréal, pourrait également avoir un avantage supérieur dans la communication RSE. Et si je saute tout de suite aux résultats, on a été assez surpris par les résultats.
qu'on essaye encore d'expliquer maintenant. Dans le secteur bancaire, là, on a travaillé sur des marques réelles. Donc, on a pré-testé, on a choisi 2 marques. Une marque considérée comme positionnée sur la RSE, c'est Triodos. Donc, l'étude étant faite en Belgique. Triodos est une banque de développement durable active en Belgique. Versus Belfius, qui est notre ex-Dexia, qui a été pré-testée comme une entreprise considérée comme très peu responsable. Désolée s'il y a des représentants dans la salle. Et qu'est-ce qu'on constate là? Vous voyez, on a la crédibilité de la marque en ordonnée. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que le positionnement RSE a toujours un impact positif. Donc le fait que Triodos soit perçu déjà à la base comme une entreprise active et respectée en matière de RSE lui donne un avantage. Et son avantage se traduit notamment quand on va utiliser des communications au ton plus émotionnel. Donc là, cette entreprise positionnée RSE peut se permettre d'avoir plus d'impact sur la crédibilité de sa publicité en jouant la carte de l'émotionnel. C'est surprenant. On ne s'attend pas à de la communication émotionnelle dans le secteur bancaire pour jouer sur la crédibilité. De l'autre côté, vous avez les résultats pour l'attitude envers la marque. Et là, de manière très surprenante, c'est sur l'effet du label. Vous voyez que l'ajout d'un label sur ma communication pour Belfius va détériorer les perceptions de la marque, contrairement à cette idée que ça pourrait l'améliorer. Ça améliore uniquement pour l'entreprise positionnée RSE. Donc si l'entreprise a déjà une bonne réputation, utiliser un label va encourager des attitudes positives, mais ce n'est pas forcément le cas si l'entreprise est déjà mal perçue au départ. L'idée qu'on essaye de tester ensuite là derrière, c'est de se dire, est-ce que finalement, bon, d'abord on se pose la question, comment arriver à créer ce positionnement RSE si on a ce genre de résultat. Mais la deuxième question, c'est, est-ce que finalement, à force de vouloir crédibiliser son discours en rajoutant des couches et des éléments dits de crédibilité, on ne finit pas par se décrédibiliser? Et les résultats dans le cosmétique sont également surprenants, dans le sens où là, c'est le rationnel qui va avoir le ton rationnel qui va permettre d'avoir la meilleure crédibilité de la publicité, mais uniquement, de nouveau, pour l'entreprise positionnée RSE. On a utilisé là Yves Rocher, pré-testé comme étant une entreprise plus responsable, par rapport à L'Oréal, considérée comme très peu responsable. Alors, ce sont les perceptions des clients. Encore une fois, je ne dis pas que les entreprises en la matière ne font rien. Ce sont les perceptions. Et donc, comme vous le voyez, les P indiquant les différences, il y a bien une amélioration, enfin, un effet positif du positionnement RSE, et surtout dans le cas d'une communication rationnelle. Du côté de l'attitude envers la marque, vous voyez encore une fois que communiquer de manière rationnelle, quand on est positionné de manière responsable, a un avantage. Alors, c'est contradictoire avec les théories qui disent que dans le cosmétique, on doit utiliser l'émotionnel, dans le secteur plus utilitaire, on doit utiliser le rationnel. Ça pose question sur quel ton utiliser pour communiquer sur des sujets tels que la RSE quand on combine ça avec la catégorie de produits. Et donc, comme implication de ceci, bien, l'idée, c'est que ce qui rapporte le plus, c'est déjà d'être une entreprise positionnée RSE. Alors, les exemples les plus classiques qui sont cités sont des exemples d'entreprises qui se sont construites comme étant socialement responsables, positionnées là-dessus. Body Shop, Ben & Jerry, toutes ces entreprises qu'on cite souvent comme exemple dans les cours sur la RSE, quand vous regardez leur histoire, elles se sont créées socialement responsables. Alors, il faut voir un petit peu, là, il y a une grande question de recherche, comment arriver à développer ce positionnement-là quand on ne l'a pas au départ. Et là, je ne sais pas vous éclairer aujourd'hui. Deuxième chose, utiliser les labels avec précaution. Alors, de nouveau, il y a des limites dans notre étude et je suis certaine que vous aurez des compléments d'information dans l'autre bloc sur les labels tout à l'heure. Mais ça pose quand même question sur le fait, est-ce que le label ajouté à votre publicité a toujours un effet bénéfique ou quels sont les facteurs avec lesquels il faut faire attention d'avoir peut-être un risque d'interaction négative. Le discours rationnel n'est pas toujours la solution à recommander, alors que c'est souvent ce que l'on lit dans les ouvrages sur la RSE, essayer de rationaliser votre discours, donner des arguments pour motiver les gens à l'action. Mais c'est tout à fait cohérent, par contre, avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, de dire plutôt d'être dans le dialogue, dans l'humain, dans le relationnel. Et enfin, je pense que pour tout cela, on a beaucoup de travaux sur le greenwashing. Qu'est-ce que c'est, les entreprises qui jouent à la limite de ce qu'elles peuvent faire en matière de communication environnementale. Mais moi, je me pose davantage de questions sur qu'est-ce qui détermine les perceptions des clients en matière de greenwashing. Et je pense que c'est très différent de ce que les grilles de greenwashing nous disent. Le client n'a pas, client moyen, je vais dire, n'a pas de connaissances très développé sur tous les sujets en matière environnementale, sur tous les sujets liés à la communication. Donc, ce n'est pas du tout certain qu'un client va interpréter le greenwashing comme le ferait un professionnel. Et je pense que là, il y a peu de travaux sur cette partie-là. Voilà.
Merci. Merci. Bien, donc je vais essayer de prendre le relais de Valérie, c'est pas facile, hein, comme vous pouvez en juger. Je tiens à dire quand même avant toute chose que lorsque j'ai accepté de participer à l'Académie, j'ignorais quel était le sujet et surtout j'ignorais les conclusions que Valérie allait tirer de son étude. Ce qui m'a interpellé au cours de l'été, on a eu un long échange téléphonique pour que je comprenne bien tout ce qu'elle retirait de ses études et forcément, effectivement, ça m'a interpellé comme vous, j'imagine. Donc, peut-être vous présenter déjà l'entreprise GRT Gaz, que peu de gens, j'imagine, dans cette salle connaissent. Donc, on n'est déjà pas dans un cas de figure évoqué par Valérie, c'est-à-dire une entreprise avec une image préalable socialement responsable. En revanche, GRT Gaz est un opérateur d'infrastructure essentiel pour acheminer le gaz naturel sur la majeure partie du territoire en France. Ce n'est pas une très grosse société, 3000 personnes, mais on exploite quand même 32 000 km de réseau qui sont enterrés, donc vous ne les connaissez pas. Je vous en donnerai une image tout à l'heure qui vous évoquera peut-être quelque chose. Et on délivre, comme ça, on achemine le gaz à destination de 4500 points de livraison sur le territoire. Nous, on livre directement à des industriels importants, à peu près 1000 entreprises qui sont directement raccordées sur la zone de transport. Et puis on livre ensuite les réseaux de distribution qui prennent le relais pour arriver jusqu'au domicile, au particulier. Donc évidemment, cela confère quelques obligations. C'est une mission qui n'est pas anodine, qui était auparavant exercée par une société que vous connaissiez bien, qui s'appelait Gaz de France. On a évoqué EDF tout à l'heure. Gaz de France n'existe plus. C'est peut-être un scoop pour certains d'entre vous. En tout cas, nos politiques ne le savent pas toujours. Et donc, GRT Gaz, évidemment, a du mal à exister, à émerger, puisque avec l'ouverture des marchés, effectivement, on a vu apparaître un certain nombre d'opérateurs de réseau. GRT Gaz en est un, RTE, un peu plus connu pour les lignes électriques haute tension, en est un autre. Et puis on a les grands distributeurs, les principaux distributeurs que sont GRDF ou ERDF. Tous sont des émanations donc d'EDF et Gaz de France. Nous, aujourd'hui, on est encore une société qui appartient à GDF Suez pour 75%, mais on appartient également à la Caisse des dépôts pour 25%. Voilà pour situer notre profil. Alors, pour planter le décor, si vous voulez, nous, en tant qu'aménageurs sur le territoire d'infrastructure, vous avez une image en bas à gauche pour vous qui vous donne une idée de ce que peut être un projet de développement de gazoduc sur le territoire. Ça passe pas tout à fait inaperçu, ça crée effectivement quelques saignées dans la nature et évidemment au jour d'aujourd'hui notre programme d'investissement concerne à peu près 700 km de linéaire du nord au sud de la France et donc ça suppose quelques précautions et quelques discussions, quelques dialogues avec les parties prenantes sur le territoire. Parmi les parties prenantes, j'en ai mis un en haut à gauche, à droite cette fois, qui concerne le monde agricole. C'est évidemment pour nous un interlocuteur privilégié puisque l'essentiel de notre réseau finalement passe sur des parcelles agricoles. Notre réseau néanmoins est signalé, vous les avez peut-être aperçus de temps en temps par des petites bornes jaunes. Et tout ça, enfin, pour terminer avec une image de neige et cette balise jaune que l'on voit au loin, c'est-à-dire que ce réseau, il est discret, mais évidemment, il assure un lien entre les territoires et puis l'acheminement du gaz naturel, quelles que soient les conditions climatiques. Donc on est tenu à des obligations de service public qui sont extrêmement strictes, mais les règles du jeu ont quelque peu changé, puisqu'auparavant on avait affaire à un acteur unique qui était Gaz de France, qui amenait le gaz aux frontières et qui l'acheminait jusqu'aux clients particuliers. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une centaine de Gaz de France qui nous demandent d'acheminer du gaz jusqu'à leurs consommateurs finaux. Et donc, ça change quelque peu la donne parce que notre réseau doit répondre à toutes les sollicitations et à toutes les stratégies d'approvisionnement. Bref, des risques qui peuvent entamer notre réputation, comme vous pouvez le voir, on en court un certain nombre et on s'intéressera peut-être plus particulièrement à l'affaire, enfin,
aux grands projets, ces grands projets d'infrastructure qu'on essaie de, avant d'arriver là-dessus, qu'on essaie de mener encore une fois avec une conduite RSE, à la fois parce que ces projets d'infrastructure sont porteurs d'emplois, au niveau local, autant que faire se peut, avec un certain nombre de compétences qu'on peut recruter localement. On a une très grande propension à faire intervenir les parties prenantes à travers notre magazine interne qui est diffusé également à l'extérieur. On a créé notre propre label. Bref, je pense qu'on tombe dans un certain nombre des pièges évoqués tout à l'heure par Valérie, même si, effectivement, je vais essayer d'expliquer ou de regarder les choses. Il faut bien voir que dans une entreprise comme GRT Gaz, donc qui est née, qui a été créée en 2005, on a affaire à des forces internes et externes qui sont souvent évidemment des forces qui s'exercent dans des sens opposés. L'interne est très fier de sa compétence, de son métier, etc., veut affirmer sa responsabilité sociétale à tout cri. Et l'externe, évidemment, nous regarde déjà interloqués, ne sachant pas qui on est. Donc on a tout ce dialogue à construire et cette confiance à acquérir qui est très importante pour exercer un métier comme le nôtre. Quand on exerce un métier dans une activité sensible et dans l'énergie en particulier, on a tout intérêt à cultiver un capital confiance qui passe d'abord par la connaissance et la notoriété. Donc, par rapport à ça, je vous ai mis quelques résultats de sondage, d'évaluation, en tout cas qu'on a mené ces dernières années. Le premier porte sur notre interne. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, notre interne, quand on lui demande si GRT Gaz est une entreprise engagée en matière de diversité, d'égalité des chances, 78% sont d'accord, d'intégration des parties prenantes, 82%, de respect de l'environnement et de la biodiversité, 84%. Et comme je le disais, il y a une forte attente pour qu'on communique sur toutes ces dimensions-là et qu'on soit très proactif, etc. Il ne faut pas oublier que ce sont pour la plupart des 3000, des gens qui ont une longue expérience de l'entreprise Gaz de France, qui sont venus d'une entreprise de service public et qui baignaient finalement dans un univers où on était censé représenter finalement les missions de service public pur et dur. Et à une époque, donc ces entreprises de service public étaient d'ailleurs très bien, ont toujours été bien jugées par les Français dans l'opinion, etc. Donc une très forte attente qui pourrait nous encourager parfois à déraper et à avoir un discours presque excessif si on les écoutait, j'allais dire. Donc attention à la surévaluation. Finalement, ce sont quelques réflexions que je suis à même de vous livrer au regard de l'étude de Valérie et au regard de l'expérience de ces 3-4 dernières années dans l'entreprise. On se doit d'être un peu en équilibre toujours avec ces attentes de l'interne. Et puis l'externe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 40% de décideurs interrogés sur l'ensemble du territoire qui connaissent le nom GRT Gaz, c'est quand même... Quand on se compare, là j'ai pas mis les noms des autres aménageurs avec lesquels on s'est comparé, on est quand même très en retrait, on passe pas la barre symbolique des 50%. Donc sur ce petit échantillon qui nous connaît, on voit qu'on a un capital confiance qui est solide, que ce soit pour minimiser l'impact de nos activités sur l'environnement, un peu moins sur le dialogue constructif avec les parties prenantes. Donc on a là une zone de progrès important à faire pour continuer d'étendre un petit peu notre notoriété. C'est ce à quoi on s'attache. Mais on voit que mécaniquement, plus on est connu, plus la confiance arrive de façon mécanique. Ouais. Et donc, et c'est surtout valable, je pense, pour des entreprises qui évoluent dans les secteurs sensibles. Bref, la RSE, j'ai envie de dire, pour une entreprise comme nous, elle est incontournable. On est bien entendu totalement concerné et on essaie de valoriser toutes nos actions, que ce soit pendant la conduite de ces grands projets, mais également au quotidien, parce que c'est quand même le quotidien qui occupe une grande partie de notre temps, à exploiter ce réseau et l'entretenir et le surveiller, etc. Donc on doit... Une autre réflexion qui me semble importante, c'est qu'on doit essayer d'emmener l'interne et notre externe au même rythme sur ces questions de responsabilité sociale et environnementale, et comme d'autres sujets certainement, mais
je considère qu'on n'a pas deux discours, un vers l'externe, un vers l'interne. On essaie d'avoir ce discours unique qui sied à la fois à l'interne et à l'externe. Bref, pour finir, j'ai envie de rester là-dessus. Il n'est pas très beau mon slide là, mais GRT Gaz, c'est une entreprise, donc une jeune entreprise, je l'ai dit, qui est encore filiale d'un groupe international, dont l'activité est à la fois commerciale et à la fois régulée. On a une autorité de régulation qui veille à ce que nos tarifs ne soient pas totalement excessifs. Et on a des missions de service public également. Par ailleurs, on évolue dans un secteur sensible, on l'a déjà dit. Et enfin, on transporte une énergie, le gaz naturel, qui est une énergie fossile et qui est importée en quasi-totalité. Et qui dit énergie fossile, on sait bien que ce n'est pas non plus une énergie qui est amenée à avoir un avenir, disons, sur le long terme. Donc, qu'est-ce que l'on cherche à faire? C'est construire effectivement cette notoriété pour acquérir un minimum de légitimité. On a également cette légitimité, cette visibilité doit nous servir à établir la confiance. Et la politique de RSE, ça nous sert en fait à essayer de tracer une vision d'avenir qui soit à la fois valable pour l'interne et pour l'externe, qui nous emmène en fait de l'exploitation d'une infrastructure qui est aujourd'hui dédiée à une énergie fossile, qui est le gaz naturel, vers une infrastructure qui serait dédiée au gaz renouvelable, que l'on ne connaît pas encore, mais dont je suis sûr vous aurez envie de découvrir par la suite, et je vous encourage à venir sur notre site internet pour en savoir un peu plus. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ce qui me semble encore important, peut-être deux petites réflexions pour finir. Dans notre interne, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une forte motivation à communiquer sur ces sujets et il faut le faire avec mesure. Il faut aussi avoir conscience qu'on est très soucieux, c'est l'observation que j'en ai tirée, de communiquer sur la RSE quand on est en période de développement, de grands projets. Il faut absolument que le tube soit posé, comme on dit, pour reprendre une réflexion interne. Il n'en reste pas moins que, comme je vous le disais, après on l'exploite pendant 50 ans derrière. Donc les promesses qui ont été faites, elles restent, et les Français ou les Belges ont de la mémoire. Donc on est allé poser des gazoducs, des endroits où c'était mal passé il y a 10-15 ans. Je vous prie de croire que les gens qui étaient dans la salle, ils venaient avec le cahier de doléances, ils se souvenaient de nous, même si on avait changé de nom entre-temps. Et puis donc revendiquer l'appartenance à Gaz de France, etc., ça avait ses limites aussi. Et puis dernière chose, peut-être aussi, c'est la RSE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle est appréciable, ou appréciée selon les parties prenantes de différentes manières. Et la presse également peut avoir un avis. Différentes presses existent et peuvent avoir différents avis sur la RSE pratiquée par l'entreprise. En tout cas, là, on voit bien qu'avec nos parties prenantes, c'est parfois difficile de concilier l'inconciliable. J'en prends pour exemple, donc 200 km de gazoduc qu'on est en train de construire et de poser dans le nord de la France. Évidemment, on fait ces travaux, ces chantiers au moindre coût pour que la collectivité n'en subisse pas une trop lourde charge sur la facture des individus. Et donc on le fait sous le regard de la Commission de régulation de l'énergie qui nous encourage à faire les meilleurs efforts. En revanche, évidemment, ensuite, pour acquérir, pour faire venir les tubes en question, les fameux gazoducs, on a presque 27 000 tubes de livrés pour cette pose. Malheureusement, on n'a pas pu trouver d'entreprise en France en capacité de construire des tubes aux dimensions standards qui permettent d'avoir l'infrastructure la plus économe, la plus optimisée en termes de coûts. Et donc, ce sont des tubes qui ont été livrés depuis la Grèce, depuis l'Allemagne et la Turquie, pour l'essentiel. Les usines qui étaient dans le nord de la France, malheureusement, aux mains de dirigeants qui n'étaient pas franco-français, n'avaient pas souhaité faire
réaliser des tubes de dimension standard par ces usines françaises. Donc finalement, notre plus grande polémique bourrasque médiatique ces derniers mois, c'est pas sur le terrain environnemental, c'est sur le terrain économique, encore une fois, là où on attend beaucoup d'entreprises dans cette période difficile sur le plan économique. Voilà ce que je pouvais vous dire en réaction à ce que nous a dit Valérie. Merci.